Bonjour à toutes et à tous. Technique de l'ingénieur vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la chaîne de valeur de l'hydrogène et son rôle dans la transition énergétique. Il est animé par Alain Jean-Marie, responsable R&I chez Capgemini Engineering et coordinateur de projets de recherche sur les énergies nouvelles. N'hésitez pas à vous poser vos questions à tout moment grâce au module de chat à droite de votre écran. Notre intervenant y répondra lors de la session questions-réponses en dernière partie de ce webinaire. Ce webinaire sera disponible en replay sur le site technique de l'ingénieur. Alors, peut-être, on va poser la première question du sondage. Oui, Ça vous va? Ouais. oui. Alors, allons-y. Donc, on vous fait participer, on vous fait participer tout de suite à un premier sondage. Alors, à vos claviers. Tac. Allez, on y va. Alors, on a envie de savoir, qui est là avec nous ce matin. Ça commence. Vous avez commencé à répondre. On vous laisse quelques petits instants pour répondre. Ah, c'est presque stable. Bon, ça s'est stabilisé, donc on va pouvoir partager les réponses. Alors, on a plutôt des ingénieurs bureaux d'études, 55%. On a chercheurs et assimilés à 17%, 4% d'étudiants et 30% De curieux. de non identifiés. Enfin, selon Oui, nos, selon voilà, nos propositions, mais on a une très large majorité de personnes identifiées. Bon, je vous laisse continuer, Alain Jean-Marie. C'est à vous. Oui. Alors, simplement, je vais repasser en plein écran. Tac. Hop. Voilà. Bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire consacré à la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc, je vais tenter sur les 40-45 minutes qui viennent de vous dresser un panorama, j'espère, relativement exhaustif, même si sur une thématique comme celle-là, il est difficile de l'être. Et je souhaiterais notamment aborder la question des enjeux, des challenges autour de cette chaîne de valeur de l'hydrogène et donner un certain nombre de clés de lecture aujourd'hui sur cette thématique dont on parle beaucoup. Dont chacun a une opinion, un avis sur la question, mais finalement, cette question de l'hydrogène est une question éminemment complexe et éminemment vaste. Et donc, voilà, c'est un peu l'objectif de ce webinaire, c'est d'essayer aussi de vous donner une vue assez large sur le sujet et ses enjeux. Alors tout d'abord, pourquoi l'hydrogène? Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse autant depuis maintenant quelques années? Vous savez tous, hein, nous sommes confrontés à des enjeux climatiques, environnementaux, une bonne part étendue à nos besoins, à nos usages, notamment lorsqu'il s'agit de recourir à des sources énergétiques. Et l'hydrogène est vu comme non pas la solution, mais l'une des solutions potentielles ou possibles pour essayer de répondre aux enjeux, aux challenges auxquels nous sommes confrontés. L'hydrogène n'est pas une énergie en tant que telle, hein, c'est un vecteur énergétique, hein, c'est-à-dire que c'est un élément qui va venir transiter de l'énergie sous une forme chimique qui pourra être convertie ensuite, hein,
Mais l'hydrogène est aussi une ressource pour l'industrie chimique, pétrochimique, du raffinage, la sidérurgie, les cimenteries, entre autres. Et donc l'hydrogène, c'est aussi tout ça. Alors, l'hydrogène a déjà un intérêt premier qui est d'être un élément chimique extrêmement abondant. Bien qu'on ne le retrouve pas de manière naturelle, on va le retrouver dans l'eau, H2O, dans les hydrocarbures, quels qu'ils soient d'ailleurs, gaz, pétrole, un petit peu dans le charbon, la biomasse également. Mais grâce à différents procédés de transformation, les éléments carbonés vont aussi permettre de produire et d'obtenir cet hydrogène. L'hydrogène en tant que vecteur énergétique a un intérêt par rapport à son potentiel énergétique, son pouvoir calorifique inférieur lorsqu'on le considère de manière massique est plus de 2 fois supérieur à celui du méthane. Alors certes, c'est un gaz très volatile qui diffuse très vite, mais qui a ce potentiel énergétique qui est justement un des vecteurs en fait qui donne cet intérêt à l'hydrogène. Et puis l'hydrogène, donc ça n'est pas nouveau. On l'utilise de manière conséquente et massive dans différentes industries. Ce qui est nouveau, par contre, c'est la volonté de différents acteurs de recourir à cet hydrogène pour de nouvelles applications, pour de nouveaux secteurs. Et l'hydrogène ici va être considéré pour la mobilité, qu'elle soit électrique, celle dont on parle le plus par le biais de piles à combustible, mais qu'elle soit également thermique, ce dont on parle un peu moins, de manière directe par injection d'hydrogène en mélange ou éventuellement pur, ou de manière indirecte, car l'hydrogène est aussi un intermédiaire pour produire bon nombre de carburants synthétiques ou de molécules qui vont être ajoutées, additivées à des carburants conventionnels pour in fine avoir aussi une réduction d'impact. Alors cette chaîne industrielle de l'hydrogène, on a l'habitude de la décomposer en quatre parties, entre la production, le stockage, le transport, la distribution, les procédés de conversion, puisque l'hydrogène étant un vecteur, il faut certes la produire, mais il faut également la convertir en fonction des besoins des usages, et puis les applications qui sont vastes et larges. Alors, différentes façons de présenter cette question de comment obtenir l'hydrogène, comment la produire en fonction de la matière première utilisée. On distingue aujourd'hui différentes filières, différentes voies. Alors, je parlerai un peu plus tard de la question des couleurs, des formes de l'hydrogène, mais une première vue un peu plus macroscopique peut être représentée sous deux grands vecteurs que sont les ressources et les énergies fossiles, gaz, charbon, pétrole, et les énergies dites renouvelables, avec à chaque fois des filières de production, de conversion qui peuvent être du domaine de la thermochimie, celle que l'on connaît dans l'industrie classiquement, et des filières qui, d'un point de vue industriel, sont plus émergentes, qui concernent l'utilisation de procédés électrochimiques avec des sources d'approvisionnement d'énergie pour les électrolyseurs qui peuvent être issues du renouvelable, être issues du domaine du nucléaire ou tout simplement du mix énergétique des réseaux. Une question majeure et centrale porte également sur la question de stocker l'hydrogène. Ça, c'est un de ses inconvénients. Il reste un gaz dans les températures et pressions normales. Et cette question du stockage est loin d'être triviale. Cependant, il existe bon nombre de procédés, bon nombre de moyens de stocker cet hydrogène de manière directe ou indirecte, avec des niveaux de maturité différents, et nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. La conversion, comme je l'ai dit auparavant, elle peut être thermique. La combustion de l'hydrogène et le dégagement de chaleur associé vont permettre d'alimenter
des cycles thermodynamiques tels que l'on peut le connaître dans des centrales thermiques conventionnelles, dans des moteurs à combustion interne également, bien sûr, mais elle peut aussi être électrique grâce à l'utilisation de piles à combustible qui, par combinaison de dihydrogène et dioxygène, vont permettre de produire de l'électricité. Et puis donc l'hydrogène aussi en tant que vecteur ressource qui va être utilisé dans bon nombre d'industries avec là aussi des enjeux nouveaux concernant l'hydrogène. Alors une autre vue, une autre approche dont on parle de plus en plus aujourd'hui est de distinguer au niveau de la production d'hydrogène entre les voies conventionnelles qui sont des voies qu'on dit carbonées et des voies qu'on qualifie de durables, de non carbonées ou de renouvelables, selon que l'on utilise des ressources alimentées à partir d'éléments renouvelables ou non carbonés également. L'hydrogène, de par sa conversion, ne permet pas typiquement de produire du biométhane. Le biométhane qui pourra être injecté en mélange au niveau de notre mix gaz, au niveau de nos réseaux aussi de distribution d'alimentation. L'hydrogène va être aussi un vecteur de conversion du CO2 dans le but de faire du méthane ou éventuellement également des carburants synthétiques ou des intermédiaires chimiques qui auront des vertus à la fois dans des domaines d'application bien spécifiques. Je pense notamment à l'ammoniac dans l'application agro-industrie, mais également les éléments de production de méthanol ou de carburants synthétiques. Et puis donc ce gaz va pouvoir ensuite retrouver son cycle d'utilisation connu dans le domaine de la production d'énergie thermique et d'électricité, et puis donc les piles à combustible dont on reviendra un peu plus tard. Et ce stockage de l'hydrogène qui est une clé importante dès lors que l'hydrogène produit n'a pas vocation à être utilisé ou consommé immédiatement ou transporté via des systèmes réseau. Ce stockage de l'hydrogène va être vraiment clé dans le sens où des questions vont se poser sur les usages, sur l'ensemble de la chaîne de valeur associée à la filière en question, avec des questionnements autour est-ce que cet hydrogène a une vocation d'application en milieu stationnaire ou mobile ou pour la mobilité? Est-ce que la production de mon hydrogène est une production à grande échelle, centralisée pour être distribuée ensuite ou décentralisée sur des capacités plus faibles? Mon hydrogène va servir à l'industrie ou à des applications domestiques, etc., etc. C'est tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de fonctionnalités, d'exigences de fonctionnalités, de propriétés qui sont des éléments de questionnement aussi sur les choix technologiques à mettre en place. Alors, de par le fait que l'hydrogène est un élément extrêmement étendu, si on raisonne en termes de chaîne de valeur, associé à ça, nous allons retrouver des domaines, des secteurs d'activité, des industries différentes, dont certaines peuvent être présentes sur différents créneaux de cette chaîne de valeur. En général, on va y retrouver des industries gazières ou spécialisées dans ces environnements-là, des sociétés d'ingénierie aussi, bien sûr. Mais on va aussi retrouver des acteurs plus spécifiques sur certains domaines dans la production, selon que l'on adresse des procédés thermiques ou électrochimiques, dans l'utilisation, la conversion, et puis évidemment dans les secteurs d'application, et ils sont très nombreux au niveau de la mobilité,
au niveau des applications pour l'énergie et également aussi au niveau des applications pour l'industrie. Alors, en interne, au sein de Capgemini Engineering, nous avons construit une feuille de route autour de nos projets de recherche interne et dans un objectif aussi de répondre à un certain nombre de challenges et d'enjeux sur l'hydrogène. Et c'est ce que je vais tenter de vous présenter aujourd'hui en utilisant la segmentation que j'ai utilisée précédemment autour donc de la production, du stockage, de la distribution et des applications. Et donc là, je vais commencer sur les principaux enjeux aujourd'hui autour de la production entre donc mon découpage filière thermochimique, filière électrochimique. Et ici, je vais donc m'appuyer surtout sur deux aspects qui me semblent importants, qui est comment faire en sorte que les filières thermochimiques soient moins polluantes, sachant qu'elles sont celles qui font consensus d'un point de vue industriel aujourd'hui. En premier lieu, le vaporéformage du méthane, qui est à plus de 90% la voie de production d'hydrogène industriel. Et en deuxième point, comment accroître le mix de production vers un hydrogène qui sera à plus faible émission de carbone ou à bas carbone, et donc comment faire émerger les filières électrochimiques. Alors, cette vue, ces nuances de l'hydrogène, généralement, s'appuient sur des couleurs, même si depuis peu, on restructure un peu ces questions de nuances par de l'hydrogène bas carbone renouvelable ou carboné. Mais cela n'empêche, l'approche par couleur est intéressante dans la mesure où elle permet d'avoir une vue exhaustive sur les différentes voies, les différentes filières qui sont derrière, et également de lui associer également, et ça c'est la problématique essentielle au niveau de la production d'hydrogène, comment faire pour que la production d'hydrogène massifiée soit moins impactante en termes d'émissions de CO2. Et donc, nous avons les productions qu'on va qualifier de conventionnelles autour du gris massivement et puis dans une moindre mesure du noir, du marron, avec ces procédés maîtrisés, connus depuis plusieurs dizaines d'années. Et la première voie, la première approche, c'est comment réduire en fait l'impact de ces filières-là. Et la solution technologique associée, la réponse est de capter, de stocker, de séquestrer éventuellement ou de valoriser, de convertir le CO2 émis. Donc c'est ce qu'on appelle le CCUS, couplé à du vaporéformage du méthane typiquement, qui est ce qu'on appelait encore l'hydrogène bleu. Une autre forme de neutralité carbone consiste à non plus utiliser des ressources fossiles, mais à recourir à la biomasse et d'utiliser des procédés moins impactants en termes de bilan carbone, typiquement la pyrolyse. Donc là, on est sur des voies, des filières qui sont connues, qui sont maîtrisées technologiquement parlant, mais qui vont demander encore un certain nombre d'investissements pour pouvoir effectivement être implémentées de manière significative. Et puis, sur l'autre côté, on va retrouver donc les filières électrochimiques avec l'utilisation de différentes ressources d'électricité, donc à la fois les parcs photovoltaïques, les fermes éoliennes, l'hydroélectricité également qui peut être un élément candidat, et puis le nucléaire et le réseau. Et on verra également, même si les impacts CO2 sont un peu supérieurs, on verra qu'ils sont aussi à considérer si notamment on cherche à massifier la production
et on cherche également à réduire les coûts et améliorer les rendements. Alors cette question du captage et stockage du CO2, je fais une petite aparté sur la thématique hydrogène, mais elle est quand même importante. C'est un élément dont les industriels sont de plus en plus euh, orientés et s'intéressent de plus en plus aux solutions à mettre en place. Il existe des procédés industriels sur le sujet, euh, notamment sur le captage cryogénique, sur l'utilisation de colonnes d'absorption, lavage aux amines. Bon, ce sont des procédés là qui sont vraiment associés à une usine, à des applications stationnaires. Mais le point que je voulais remonter ici, c'est que euh, l'enjeu qui dépasse largement la production d'hydrogène, est un enjeu conséquent, notamment au niveau du coût. Comment faire pour que cette récupération, ce captage de CO2 ne soit pas trop impactant d'un point de vue économique, soit sélectif aussi par rapport à d'autres éléments, d'autres gaz, euh, ne consomme pas de ressources, et puis aussi puisque la séquestration du CO2 peut potentiellement trouver certaines limites, pourquoi pas le valoriser. Et donc une des voies, et qui fait appel aussi à l'hydrogène, c'est la reconversion du CO2 en, par exemple, monoxyde de carbone, ou plus tard en méthane ou en carburant synthétique, grâce à des catalyseurs et puis beaucoup d'énergie évidemment pour convertir tout ça. Et donc nous, au sein de Capgemini Engineering, nous travaillons sur des solutions technologiques sur ces sujets-là, et nous nous sommes associés en partenariat avec l'ICGM sur une solution de captage par l'utilisation de nanoparticules, nanomatériaux qui ont certaines propriétés, certaines fonctionnalités, et parmi celles-là d'être intéressant d'un point de vue coût par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui avec d'autres technologies, et aussi intéressant sur le plan de sa capacité à convertir le CO2 pour générer des produits de valorisation. Et donc sur cette solution, sur ce que nous avons développé, nous avons pu déposer un brevet en début d'année, publier un article dans la revue Molecules, et puis à la fin du mois, nous allons aussi présenter ces travaux et ces résultats dans le cadre d'une conférence orale. Alors, un mot sur donc également le deuxième vecteur, la deuxième voie, qui est la production d'hydrogène vert par électrolyse. Il existe trois grandes technologies d'électrolyseurs aujourd'hui, avec des niveaux de maturité différentes, avec des propriétés, des niveaux de performance qui sont aussi différents. Je pense aujourd'hui donc les technologies alcalin et bientôt membrane électrolyte polymère sont celles qui sont les plus à même de répondre à une production intermittente, donc à partir de ressources qui elles-mêmes sont intermittentes. Je pense aux panneaux photovoltaïques, aux fermes éoliennes. Mais si on raisonne d'un point de vue rendement et performance, la technologie à oxyde solide qui fonctionne à plus haute température permettra très probablement de réduire les coûts de production et d'augmenter les capacités. Mais celle-ci ne pourra être envisagée qu'avec une alimentation électrique en continu, et c'est là justement que l'utilisation du réseau ou de solutions issues du nucléaire devient pertinente. Alors chacun a des avantages et des inconvénients, mais évidemment, la R&D travaille sur ces technologies à réduire les coûts, à améliorer les performances pour pouvoir faire émerger ces solutions rapidement.
Alors, ce qui va différencier donc ces catégories par rapport à une valeur théorique, un rendement théorique, c'est effectivement cette question du rendement et des conversions qui vont pouvoir être associées et les technologies qu'on va pouvoir mettre en face pour avoir donc une filière de production complète. Donc sur les alcalins et les PEM, avec des rendements qui vont tourner autour de 50%, on va être en mesure, dans des systèmes qui peuvent être complexes, hybridés, d'alimenter, par exemple, avec un surplus de production d'énergie intermittente, des électrolyseurs qui vont permettre, par exemple, de stocker cette énergie pour un usage futur sous la forme hydrogène ou tout simplement produire un hydrogène à très bas carbone pour ensuite alimenter des réseaux. Et donc les oxydes solides, eux, pourront être couplés avec des technologies de production en continu. Et une des technologies dans l'environnement nucléaire qui fait complètement sens par rapport à cet enjeu, sont les réacteurs qu'on appelle SMR pour Small Modular Reactor. Ce sont des réacteurs de petite capacité, inférieure à 300 MW, modulaires, et qui pourraient parfaitement répondre à ces enjeux au regard des dimensionnements à mettre en place, etc. Bien sûr, mais on est là face à une filière d'intérêt pour l'avenir. Alors, ce que je propose peut-être pour faire une pause par rapport à tout ce qui a été déjà présenté jusqu'à maintenant, c'est peut-être de passer à la deuxième question du questionnaire. On y va. Alors, donc on vous interroge cette fois-ci sur votre secteur d'activité, s'il vous plaît, à vos claviers, à vos souris. Donc, on vous laisse quelques instants, le temps que ça se stabilise. Voilà, bah, je pense que vous avez tous, vous avez à peu près tous répondu. Donc, bah voilà, en fait, hop, voilà, tout l'intérêt de ce webinaire, c'est que vous êtes, tout est à découvrir pour la plupart d'entre nous. Voilà, donc on a effectivement, on a 24% qui travaillent sur le secteur de l'hydrogène et 76% qui ne travaillent pas. Donc voilà, je vous Très laisse, bien. je vous laisse continuer, Anne Jean-Marie. Oui. Merci pour vos réponses. Alors, par contre, je dois reprendre ma présentation en diapo. Ça devrait être bon. Donc c'est intéressant puisque l'idée en fait c'est aussi de se mettre au bon niveau techno et expertise sur le sujet. Donc je vais aborder, j'espère, de manière accessible à tout l'auditoire, à différents aspects maintenant sur la question du stockage, qui est certainement l'enjeu le plus complexe d'un point de vue technologique, celui sur lequel il y a le plus de challenges encore à résoudre, et quel que soit finalement le secteur d'application qui est derrière. Alors, bah, vous le savez peut-être pas, mais l'hydrogène a une possibilité, a une capacité en fait d'avoir différentes formes également quand on parle de stockage, que ce soit pour le stocker sur des durées plus ou moins longues ou que ce soit pour le conditionner en fonction de l'application qu'on va venir viser. Alors évidemment, vous savez tous que on stocke l'hydrogène dans des bonbonnes de gaz, pardon, dans des réservoirs souvent à très haute pression. Mais il existe d'autres formes de stockage. Dans le domaine liquide, l'hydrogène peut être liquéfié par cryogénie.
avec des applications bien connues, notamment dans le domaine de l'aérospatial. Mais l'hydrogène peut être, alors on dit solide par abus de langage, pardon, mais en réalité c'est une forme solide, hein, où l'hydrogène va être soit couplé moléculairement parlant avec d'autres éléments pour former des solides stables, hein, ou bien venir s'absorber aussi sur des solides, hein, qui vont jouer un peu le rôle d'éponge et permettre en fait de capter l'hydrogène sous une forme qu'on peut facilement stocker derrière. Euh, donc je vais passer en revue un peu ces différentes technologies, simplement en restant sur d'une approche quand même assez haut niveau d'approche sur les avantages et les inconvénients majeurs entre ces différentes technologies. Donc, tout d'abord, le gaz compressé. Alors, ces bouteilles, ces réservoirs d'hydrogène ont connu des évolutions technologiques assez conséquents, notamment au niveau du contenant et de sa composition. On est passé sur des contenants tout métalliques avec des contraintes assez fortes, notamment au niveau de la pression de stockage, vers aujourd'hui des contenants produits en composite, fibre de carbone, avec des liners polymères pour la stabilité du gaz, qui sont remarquables mais qui sont très très coûteux, qui permettent certes de compresser le gaz à des niveaux importants, mais qui en même temps génèrent un coût du contenant relativement lourd en termes de poids. Et ça peut être typiquement un problème sur des applications de mobilité. Donc il y a beaucoup de travaux qui continuent, hein, auprès des industriels du secteur sur comment alléger ces structures, comment améliorer la compacité, hein, du gaz, et donc augmenter la densité volumique associée, et également comment réduire les coûts aussi, améliorer la sécurité de l'ensemble. On verra plus tard, hein, que selon ces technologies de stockage, les applications qui sont en face en fait vont varier aussi. Toutes les applications n'ont pas vocation à faire appel à toutes ces technologies. Le stockage sous forme liquide cryogénique, qui certes est intéressant, notamment si on veut augmenter la densité volumique d'hydrogène au sein du réservoir, qui en plus permet d'être à beaucoup plus basse pression, évidemment, puisque l'enjeu clé ici, c'est la température du gaz, mais cette température est très très basse, hein. Il faut descendre en dessous de moins 253 degrés pour avoir une phase liquide complète, hein, avec un coût important et avec des contraintes qui sont aussi conséquentes, des phénomènes d'évaporation qui peuvent générer des pertes importantes, de sécurité aussi sur l'ensemble. Aujourd'hui, hein, cette phase de conditionnement de l'hydrogène est surtout essentiellement utilisée dans l'aérospatial, peut-être plus tard. L'aéronautique pourrait reprendre ce type de technologie, c'est étudié aujourd'hui. Mais il est difficile, hein, de l'envisager pour toutes les applications possibles et imaginables autour de l'hydrogène. Un autre vecteur de stockage de l'hydrogène, plus indirect mais très très intéressant, concerne les liquides organiques et les dérivés aminés. Alors, on ne stocke pas de l'hydrogène à proprement parler, mais on va le stocker sous la forme d'une molécule chimique qui va avoir, en général, on va la choisir par rapport à ses propriétés de conditionnement, pression, température ambiante ou s'en approchant. Et donc, on va se retrouver dans des conditions qui vont se rapprocher davantage des combustibles classiques conventionnels. La contrainte, par contre, ici, va être la molécule qui va être choisie. On peut aller de molécules relativement simples, comme l'ammoniac, comme le méthanol, hein, vers des molécules beaucoup plus complexes, avec, dans certains cas, des risques au niveau de la toxicité de la substance en question, des pollutions qui sont possibles,
Pour des applications dans la mobilité également, et si l'objectif est d'alimenter en hydrogène une pile à combustible, des équipements associés tels que un vaporéformeur embarqué ou des dispositifs qui peuvent être relativement coûteux et complexes d'un point de vue technologique à mettre en place. Une technologie qui a émergé il y a déjà une bonne dizaine d'années de cela également, qui est l'utilisation des solides sous forme d'hydrure réversible. Donc ces hydrures en fait sont la combinaison d'un atome d'hydrogène avec un autre élément de la classification périodique et qui vont permettre dans certaines conditions en fait de se faire et se défaire. Le plus connu d'entre eux est l'hydrone de magnésium, MgH2, mais il en existe bon nombre, notamment, on connaît notamment pour les applications batterie, les hydrones de lithium. On va y retrouver également d'autres formes d'hydrures telles que les borohydrures aussi, qu'on va pouvoir coupler à du lithium, à du sodium, à d'autres éléments de cette nature. Et ici, cette technologie est très très intéressante sur le plan de la sûreté. Les galettes telles que vous le voyez sur la petite photo à gauche sont des éléments qui sont très stables à la flamme notamment, et donc qui vont permettre un stockage de l'hydrogène de manière tout à fait remarquable d'un point de vue de la sûreté. La complexité, la difficulté va être associée aux performances, notamment de, de stockage et de déstockage de cet hydrogène, avec des procédés qui peuvent être complexes, avec des phénomènes aussi de gestion de chaleur qui conditionnent le fait que cette hydrure se forme et se défait. Et puis également par la gestion d'un élément qui va être potentiellement très lourd et donc qui, par exemple, pour des applications dans le domaine de la mobilité, rend complexe ce type de solution. Mais sur des applications stationnaires et dans certains environnements, il y a tout à fait la place pour ce type de technologie. Ensuite, je vais continuer un peu ce panorama au travers de solutions, de technologies moins matures, on va dire, d'un point de vue technologique et parfois même un peu exotique. L'absorption sur solide est encore un domaine, on va dire, de développement au niveau de la R&D. Certains matériaux bien connus pour leurs propriétés d'absorption, tels que les éolites, tels que les alumines, les silices, tout un ensemble de matériaux sont de parfaits candidats pour ce type d'application. Celui qui fait aujourd'hui le plus objet de travaux et d'intérêt sont les MOF. Ce sont des organométalliques, des cadres organométalliques qui vont avoir de bonnes propriétés en termes d'absorption, de dispersion, de capacité, mais avec des conditions en fait, de maîtrise d'absorption, de désorption qui sont complexes, notamment complexes dès lors qu'il s'agira de les mettre dans des applications bien précises et avec des coûts derrière qui peuvent être importants. Une solution qui est aussi intéressante pour stocker du dihydrogène concerne l'utilisation de sites géologiques, de sites aquifères notamment. Là, on est sur des technologies qui sont assez proches de celles qu'on utilise déjà pour du stockage de gaz naturel, éventuellement dans l'enfouissement de CO2. Alors, ces technologies sont intéressantes sur le plan de l'investissement dans la mesure où le réservoir en lui-même est un réservoir qui est disponible sous nos pieds, mais qui est forcément contraint par sa localité, ses capacités. Donc là, on est sur évidemment des applications pour derrière du stationnaire et aussi sur la nécessité en fait
d'avoir soit des systèmes de transport, de distribution conséquents, soit d'avoir pour ambition ici de stocker l'hydrogène sur de longues périodes avec là aussi de grandes capacités, donc de grandes capacités de production à proximité. Donc on est plutôt sur une approche et un scénario de production centralisée dans un objectif en fait d'avoir un stockage tampon de cet hydrogène qui ensuite sera distribué ou converti, valorisé sur site, sur place. Et puis le dernier qui concerne l'usage de billes de verre et de clatrate. Alors les clatrates, une des formes de clatrates les plus connues sont les hydrates de méthane. Ce sont ces espèces de poches de gaz qui se forment lors de l'exploration de pétrole en eau profonde et qui enferment du méthane dans une poche d'eau qui est glacée et qui sont un événement redouté, hein, puisqu'ils sont générateurs d'accidents et d'explosions potentielles. Là, il s'agit plutôt d'utiliser ce concept pour stocker l'hydrogène sous une forme qui présente différents avantages comme la pression utilisée et puis la densité énergétique associée, mais qui évidemment reste quand même des choses à l'échelle du démonstrateur de laboratoire plutôt et avec des contraintes dans les conditions opératoires qui peuvent être conséquents, pardon, qui peuvent être importants, et puis bien sûr des coûts aussi derrière qui sont aussi importants et conséquents. Et puis ce stockage, il est aussi un élément, ce stockage et ce conditionnement sont aussi des éléments clés sur la question de comment transporter l'hydrogène ou comment le distribuer également aux différents points de consommation et d'utilisation. Donc, dedans, on va retrouver un peu les éléments associés aujourd'hui à la distribution de l'énergie dès lors qu'on parle de combustible. Donc, à la fois les gazoducs qui peuvent être ceux actuellement utilisés, avec cependant deux aspects de contrainte. Le premier qui est l'utilisation ou le mélange d'hydrogène dans du gaz naturel, qui dans des concentrations assez faibles peut être utilisé de cette manière-là, mais qui, dans des conditions, on va dire, de distribution d'hydrogène à forte concentration, nécessite un certain nombre de travaux de réhabilitation. Alors pourquoi? Parce que l'hydrogène a deux propriétés, hein, on va dire, que le méthane n'a pas forcément, qui est sa diffusivité dans les matériaux, donc la nécessité d'imperméabiliser d'une certaine manière les canalisations pour le transporter. Et puis également vis-à-vis de l'acier, un pouvoir corrosif, alors non pas qu'il soit oxydant, mais il est réducteur. Et dans certaines conditions, en fait, peut avoir des effets assez catastrophiques sur des canalisations, jusqu'à générer des fissures et des fuites ensuite. Donc, cela suppose en fait de réhabiliter ces canalisations avec la mise en place de revêtements spécifiques qui peuvent être par exemple de nouveaux types de liners avec des technologies à mettre en place, puisque là on parle de canalisations qui font plusieurs centaines de kilomètres et donc derrière avec des coûts qui peuvent être prohibitifs. Cependant, il existe en Europe, notamment dans le nord de l'Europe, quelques réseaux de gazoducs qui sont tout à fait conformes à l'utilisation de l'hydrogène. Le transport méthanier, et ici on entend surtout le transport cryogénique. Donc là, il s'agit en fait d'utiliser le même type de technologie que celui qu'on utilise aujourd'hui pour le gaz naturel liquéfié, ce qui permettra de massifier aussi le transport en hydrogène.
avec deux principales problématiques qui n'est pas spécifique à l'hydrogène, qui est également vrai du gaz naturel, qui est les problématiques d'évaporation du gaz dans les cuves et les problématiques aussi de ballonnement du fluide lors de la navigation, qui sont deux éléments auxquels les ingénieurs travaillent pour trouver des solutions et résoudre ces contraintes-là. Et puis les réseaux de distribution aussi pour une mobilité future à l'hydrogène, où là on est davantage non pas sur des problématiques technologiques encore que la question du remplissage se posera malgré tout et toute la sûreté qui est derrière, mais plutôt sur des problématiques aussi logistique, de création de stations, d'adaptation des réseaux existants, avec aussi des modes d'approvisionnement à définir entre de l'approvisionnement routier ou par gazoduc. Tout ça demandera à être mis en place et donc nécessitera des investissements conséquents. Je propose qu'on passe à la question suivante du questionnaire avant que j'aborde la troisième partie autour des applications. Très bien. Alors, allons-y. Donc, quel aspect de la chaîne de valeur vous intéresse le plus? Donc, on vous laisse un petit instant pour répondre. Je pense qu'on va pouvoir partager les résultats du sondage. Alors, tac. Donc, c'est beaucoup la production à 65%. On a aussi les applications, donc ce qui viendra par la suite à 54%. Le stockage à 46%, l'objet intéresse 46% de nos inscrits et de nos auditeurs. Et ensuite, on a la distribution, mais à 37%. Enfin, ça se tient quand même. C'est globalement, tous ces aspects vous intéressent ce matin. Je vous laisse poursuivre, Alain Jean-Marie. Non, c'est intéressant de voir, de voir l'intérêt porté et donc cette complexité aussi et ce côté multisectoriel en fait de l'ensemble de la chaîne de la valeur pardon de l'hydrogène. Alors on reviendra tout à la fin sur l'ensemble de ces enjeux. Là, je vais porter votre attention sur les applications qui sont extrêmement vastes et j'ai déjà évoqué un certain nombre auparavant. On va se concentrer sur quelques exemples internes en fait ici pour montrer un petit peu toutes les étendues qui sont associées, sachant que là, on est sur des enjeux qui dépassent largement l'hydrogène en tant que tel, mais là, il s'agit plutôt d'utiliser l'hydrogène et donc de l'intégrer. L'intégrer veut dire intégrer la ressource au sein d'un système. Et cet enjeu est d'autant plus challengeant pour la mobilité, mais il est également sur d'autres secteurs d'activité. Et ces différentes technologies et de stockage et de production sont là aussi pour le démontrer. Et challengeant aussi sur les différents équipements et les utilités qui vont y être associés. Je ne vais pas en parler ici, mais typiquement, lorsqu'il s'agit d'alimenter une pile à combustible en hydrogène, il s'agit aussi de savoir comment j'alimente aussi mon système en dioxygène. Et ce dioxygène peut être l'oxygène extérieur, mais par rapport à des niveaux de performance à atteindre, on peut également se retrouver à travailler, à développer des solutions d'innovation autour de nouveaux systèmes de compression. Nous avons un sujet interne qui travaille sur la compression pardon, de dioxygène pour spécifiquement alimenter des piles à combustible. Donc ici, je vais juste, et c'est pour vous montrer un peu à quel point cette question du conditionnement et du stockage est important en fonction des usages qui sont derrière, montrer un peu un tableau qui liste, et la liste n'est pas exhaustive, loin de là,
les différentes applications, qu'elles soient de petites capacités nomades jusqu'à de gros engins de transport dans le domaine de la mobilité, comme les enjeux stationnaires et l'adéquation qu'on va trouver en fonction des différents équipements et systèmes de stockage, euh, selon que la solution a potentiellement un intérêt ou non, ou est tout simplement non applicable. En fait, derrière tout ça, il y a ces questions en fait de choix de technologie, de dimensionnement, et souvent aussi dans les usages sur des problématiques, enfin, sur sur des aspects de réglementation, de normes aussi, hein, qui permettent de choisir telle et telle application, tel et tel usage. Et donc derrière, en fait, on est vraiment contraint sur des questions de fonctionnalité, de cahier des charges techniques, d'exigences, exigences réglementaires, exigences de performance, etc., etc., et qui donc qui va conditionner les solutions. Alors des exemples hein, d'applications internes. Le premier que je voulais vous présenter ici, c'est notre bateau SoGreen, qui est un catamaran à hydrogène qui a participé cette année encore pour la deuxième fois au Monaco Energy Boat Challenge, qui est un catamaran qui est propulsé à partir de trois sources énergétiques, donc l'hydrogène au travers d'une pile à combustible, d'une batterie et de panneaux photovoltaïques. Donc c'est un bateau entièrement électrique et d'ailleurs sur les systèmes électriques embarqués, rares sont les configurations où l'hydrogène, la pile à combustible, fonctionne seul. En général, les systèmes hybrides, hein, la pile à combustible, avec des batteries, soit pour du tampon, soit éventuellement même couplées pour améliorer certains niveaux de performance, notamment la puissance, puisque la pile à combustible a un petit défaut, c'est sa capacité à délivrer à des niveaux de puissance de manière fluctuant dans le temps. Voilà, elle est d'autant plus efficace qu'elle fonctionne sous un régime continu. Et ce bateau, donc, qui a terminé sur le podium l'année dernière et qui encore cette année a terminé cinquième, montre des niveaux de performance tout à fait intéressants lorsqu'il s'agit d'épreuves d'endurance. Cette année encore, nous avons terminé troisième sur cette épreuve spécifiquement. Et c'est aussi un élément de démonstration et montrer un peu toute la complexité qu'il y a derrière, puisque intégrer des piles à combustible et des réservoirs à hydrogène n'a vraiment rien de trivial. Et ce vecteur énergétique associé à d'autres va nécessiter aussi de l'ingéniosité sur la manière de l'exploiter au mieux, la manière de l'intégrer, toutes les composantes aussi au niveau de la sûreté de fonctionnement et les performances qui y sont associées. Et nous travaillons aussi pas simplement sur réaliser un prototype, mais sur des capacités à utiliser les outils du numérique, du digital, hein, des jumeaux numériques, hein, de la connectique aussi pour rechercher des niveaux de performance plus rapidement par ce type d'approche. Et le niveau de complexité que suppose l'hydrogène et son intégration répond tout à fait à l'intérêt qu'on peut trouver dans l'ensemble de ces outils. Il y a évidemment sur un sujet comme celui-là une composante de management de l'énergie embarquée ou une solution interne appelée MuxLab permet en fait de faire le meilleur usage en fonction de différentes ressources énergétiques à bord par rapport aux besoins de propulsion et d'alimentation du bateau. Et donc voilà quelques images, quelques clichés qui ont été pris cette année avec les autres concurrents participants, sachant que
nous travaillons toujours à améliorer les deux aspects, à la fois le bateau qui est pour nous un élément de test, un banc de test, hein, et les outils que nous développons par ailleurs. Donc ça ne concerne pas simplement que l'énergie embarquée, ça concerne aussi bien sûr toute la conception et la structure. Alors, un deuxième exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, lorsqu'il s'agit de parler de filière. Donc là, on est plutôt sur, là on était sur de la mobilité, là on est plutôt sur l'énergie. Une des manières de stocker c'est de l'électricité produite à partir d'une énergie renouvelable intermittente et de le convertir en hydrogène. Alors cette solution a d'intérêt surtout pour du stockage longue période. Et nous, donc en interne, nous travaillons sur ce type de filière et sur d'autres filières. Et nous avons développé un démonstrateur, un micropilote qui a trois vertus, à la fois d'expliquer en interne comme en externe ce qu'on entend par produire de l'électricité pour alimenter un électrolyseur qui produira de l'hydrogène qui pourra être restitué sous forme d'électricité si l'on souhaite ensuite via des piles à combustible, hein, mais aussi de générer grâce à différents capteurs associés un certain nombre d'informations qui vont servir à alimenter des modèles et un outil d'aide à la conception que nous avons développé en interne. Et enfin, de pouvoir tester certaines configurations de stockage. Nous travaillons surtout sur le gazeux et sur le solide, mais l'approche pourrait être évidemment similaire avec d'autres systèmes de stockage. Et pour revenir sur la question donc, de simuler ce genre d'approche, donc ici vous avez la représentation du micropilote en question avec ses différentes composantes, dont en termes d'objectifs de démonstration, alimenter un écran grâce à l'hydrogène qu'on produit en interne pour diffuser des vidéos de présentation de nos réalisations et de nos méthodes, de nos outils que nous développons en interne au sein de notre RI. Et donc cet outil d'aide à la décision dont je parlais juste avant va être un élément clé pour concevoir des systèmes qu'on dit end-to-end, hein, depuis les différentes composantes, les différents modules hein, de conception du système, de faire les choix technologiques qui sont associés, de prédimensionner les systèmes qui sont derrière et prévisualiser aussi hein, les niveaux de performance atteignables ou choisir les bonnes technologies pour atteindre les exigences qu'on se fixe sur un système de ce type. Et donc, ce type d'outillage a deux vertus, va avoir une vertu hein, d'aider hein, les sociétés, les cabinets d'ingénierie dans la conception, dans la préconception de ce type de système, mais également de pouvoir faire des choix aussi et de donner aux parties prenantes des éléments objectifs pour réaliser des choix selon les indicateurs que la partie prenante aura à considérer, qui peuvent être du domaine de l'économie, de la performance technologique, de la sûreté, des coûts, de l'empreinte environnementale également. Et ce type d'approche, de maquettage, etc., nous avons été en mesure de le mettre en application dans le cadre d'un partenariat avec Envision Digital sur le développement d'outils numériques, de jumeaux numériques, qui, au-delà du simple prédimensionnement de système, va permettre également de faire un suivi opérationnel aussi d'unités, de sites de production, avec un suivi des indicateurs directs et indirects par rapport au pilotage hein, de l'ensemble et notamment des performances technico-économiques et le retour sur investissement qui peut être attendu.
Donc voilà un peu des exemples hein, internes, mais évidemment non exhaustifs par rapport à l'ensemble des enjeux et à l'ensemble des aspects applicatifs, hein. Voilà un peu la rosace complète, hein, depuis la production jusqu'aux applications, sur ces enjeux que nous avons identifiés, auxquels nous essayons d'apporter des éléments de réponse qui vont toucher aux environnements de l'ingénierie. Et donc, en ce qui nous concerne en interne, beaucoup autour de la simulation et la modélisation des systèmes, mais également aussi hein, sur les problématiques d'ingénierie système, l'intelligence artificielle dès lors qu'il s'agit hein, de piloter, d'optimiser également un ensemble d'éléments constituants du système. Et puis, notre RI est là aussi pour apporter un certain nombre d'éléments de valeur. Nous construisons des collaborations industrielles ou académiques. Nous montons des projets en consortium où nous apportons des briques de compétences et de références également générées en interne. Nous publions, nous communiquons beaucoup sur ces sujets. J'ai donné quelques exemples, mais sur l'ensemble de ces chaînes de valeur, nous avons, de cette chaîne de valeur, pardon, nous avons des éléments de travaux scientifiques associés. Et puis on peut, grâce à ça aussi, hein, participer à des événements collaboratifs et permettre à nos consultants internes aussi de monter en compétences sur l'ensemble de ces enjeux. Du coup, en résumé, par rapport au message que je souhaitais faire passer sur l'ensemble de cette présentation, donc au niveau de la production, les enjeux sont à court, moyen et long terme, évidemment. La transition, elle se fera probablement d'un hydrogène carboné vers un hydrogène plus bas carbone grâce au CCUS. Et donc là, sur les filières connues. Et parallèlement à ça, un accroissement vers la massification des filières électrochimiques, l'intégration aux productions d'énergie hein, décentralisées ou éventuellement centralisées nucléaires au travers notamment du SMR, puisqu'il y a eu des annonces qui ont été faites au niveau gouvernemental il y a quelques mois sur cette technologie à développer en France notamment, avec donc un lien et un sens à faire aussi au niveau des technologies d'électrolyseurs et toujours cette recherche de performance, qu'elle soit technologique ou économique. Ces questions de stockage et de distribution qui sont des enjeux pleins et entiers, très orientés technologiques quand on parle du stockage et plus orientés opérationnels pour les filières logistiques et de distribution associées. Et puis des applications qui sont très nombreuses, qui peuvent concerner le particulier comme l'industrie, qui peuvent concerner des secteurs dans la mobilité comme pour l'énergie, avec toutes les vertus qu'on peut conférer à l'hydrogène. Un hydrogène qu'on veut plus vert, moins impactant, qu'on veut moins cher, qu'on veut plus disponible aussi, et qui, ne l'oublions pas, est aussi un élément constitutif hein, d'éléments, on va dire, plus conventionnels autour des carburants. Et là encore, il y a un potentiel, évident sur que ce soit les biogaz, les biocarburants, ou que ce soit sur les e-carburants et les e-gaz, où le I en fait est un élément constitutif d'une voie électrochimique. Donc, soit pour la production de carburant synthétique ou pour la production de méthane hein, pour les réseaux. Et puis donc, de nombreux autres enjeux aussi sur l'intégration, avec là des challenges conséquents sur la sûreté, sur la performance, sur tout un ensemble d'éléments qui seront à considérer et à évoluer. Et puis, ne l'oublions pas, hein, là on a parlé beaucoup sur les enjeux techno, mais cette massification de l'hydrogène et cette verdisation de sa production doit passer aussi par des éléments normatifs, réglementaires, directifs et d'investissement.
On pourrait citer notamment la certification de l'hydrogène vert bas carbone, qui aujourd'hui est en réflexion au niveau de la Commission européenne, notamment au niveau de la directive RED III, qui est celle qui concerne aussi la certification de l'électricité verte en distribution. Donc s'assurer que l'électrolyseur est effectivement alimenté par une électricité bas carbone pour pouvoir la considérer comme verte. Une évolution aussi d'un point de vue normatif et réglementaire sur l'hydrogène et ses applications. Certaines applications sont peu ou pas possibles pour des questions réglementaires aujourd'hui, notamment autour de la sécurité, etc. Donc à la fois c'est un double challenge technologique, mais aussi de modifier un certain nombre d'approches autour de l'hydrogène et de la crainte que cela peut laisser chez certains de nos concitoyens. Et puis, et c'est ce qui est actuellement en cours, hein, un investissement massif, très très massif, pour faire monter en échelle, hein, qui est un des leviers, hein, aussi de réduction des coûts. Massifier les investissements pour massifier les installations autour des objectifs et des enjeux sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà. Donc ma présentation se termine là. Je sais qu'il y a une dernière question que nous n'avons pas posée. En tout cas, donc on va pouvoir, je pense, la mettre à soumission. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention et je suis disposé maintenant à répondre à vos questions. Très bien, merci Hélène Jean-Marie. Alors voici la dernière question du sondage que je partage à l'instant. Donc, comment est-ce que vous envisagez, comment est-ce que vous percevez l'hydrogène? Allez-y, c'est à vous. Je pense que c'est à peu près stabilisé là, donc on va pouvoir partager les résultats. Et pour les 3/4 d'entre vous, c'est une formidable opportunité. Voilà, plutôt. C'est quand même. Alors, pour 25%, une utopie latente, un risque, voire une menace pour 9%, et puis simplement un gaz parmi d'autres pour 5%. Voilà. Et il y en a qui ont dû répondre plusieurs fois, hein, parce que la somme ne fait pas 100%. C'est ça, oui, c'est c'est ce que j'étais en train de me dire en lisant les résultats. Pardon. Je masque et je vous laisse reprendre. Non, mais du coup, maintenant, je suis ouvert aux questions. Alors, Enfin, si vous voulez juste partager, enfin, si vous voulez juste faire un petit commentaire sur les résultats, puis on enchaînera sur les questions. Je vais garder mon micro, du coup. non, mais je pense que l'hydrogène enfin, pour ma part en tout cas, est une opportunité qui a mis du temps à émerger, hein, qui s'entend au regard des solutions alternatives, hein, comme d'intérêt par rapport aux limites des batteries, hein, électrochimiques, hein, de par les ressources critiques qu'elles nécessitent, lithium, cobalt, hein, et par rapport aussi à des besoins potentiels de stockage longue durée si on parle de l'énergie. L'hydrogène qui reste un vecteur pour l'industrie, et notamment si elle est verte, d'intérêt pour la dépollution des carburants, pour la production de carburants alternatifs, hein, qui sont aussi, si on raisonne en termes d'analyse de cycle de vie moins impactante. L'hydrogène est aussi un élément qui permet de revenir aussi aux propriétés des carburants conventionnels, des carburants fossiles, dans la mesure où c'est un vecteur énergétique qui demande conversion, mais qui est une énergie concentrique dans une même molécule. Donc plus facile aussi à conditionner, à stocker, à utiliser qu'une énergie électrique sur réseau, par exemple. Donc toutes ces facilités, tous ces avantages font que l'hydrogène
a un sens hein, sur un certain nombre d'applications. Mais évidemment, je partage aussi cet avis-là, ça n'est pas la solution, c'est une des solutions qui va de plus en plus émerger, se développer, mais qui devra être utilisée à bon escient et en combinaison avec d'autres solutions qui ont aussi leur sens. Voilà. Merci Alain Jean-Marie pour votre présentation et pour cette conclusion. Donc, est-ce qu'on peut parler du carbon capture, du CCUS, le Carbon Capture Utilization and Storage, s'il vous plaît? Oui, alors qu'est-ce que vous souhaitez qu'on aborde plus spécifiquement sur le CCUS? Est-ce qu'on peut le définir du coup, puisque Oui, tu vois, c'est pas forcément évident pour tout le monde et je sais pas donc, quels sont les. Voilà, allez-y, allez-y. Je vous laisse. donc le CCUS en fait est, ou alors le CCUS ou CCS, hein, Carbon Capture, Usage and Utilization, ou simplement Usage. Je vais peut-être revenir Voilà, sur un une transparent. slide. Oui, Voilà. j'avais une slide sur le sujet. Oui, Donc, cette question de la capture du carbone, en fait, elle est connue depuis très très longtemps. Une des bases, hein, c'est simplement planter des arbres et via la photosynthèse, de convertir du CO2 en oxygène et séquestrer le carbone au niveau de la végétation. Ça, c'est déjà une forme en soi de CCS. Mais aujourd'hui, donc, les technologies qui peuvent prendre différentes formes, différents sens, euh, portent d'abord sur un captage sélectif du CO2 qui peut servir, qui a différentes applications, hein, qui peut par exemple être utilisé pour augmenter la fraction d'un puits forêt, hein, du pétrole, ce qu'on appelle l'NSL recovery, la récupération améliorée du pétrole, hein. Même s'il existe d'autres technologies aujourd'hui que le CO2 pour pouvoir le faire et améliorer les performances. Les applications du CO2, il en existe quelques-unes, elles ne sont pas nombreuses. Elle tourne autour, notamment lorsque le CO2 est mis sous sa forme supercritique dans l'extraction ou l'extraction de la caféine, par exemple, la lixiviation. Le CO2 peut être aussi un intermédiaire de production de carburant synthétique, comme je l'ai évoqué auparavant, mais là, on est sur de la conversion chimique déjà. Cette question du CO2, elle se pose aussi sur le coût qu'il représente, entre le coût d'émission et le coût de captage et d'usage qu'on va en faire derrière. Donc derrière, c'est vraiment un enjeu de massification avec un objectif de capter le CO2 là où il est le plus accessible, le plus facile à capter. Et en général, c'est au niveau des sites industriels fort à émettrice. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle ces technologies sont étudiées préférentiellement par ce qu'on appelle les industries de chimie lourde, hein, chimie industrielle conséquente. Et les usages derrière donc, peuvent être soit une utilisation directe du CO2, soit une conversion, de valorisation du CO2 qui peut prendre beaucoup de formes différentes, qui peuvent servir par exemple à recycler un certain matériau plastique et composite ou produire des carburants synthétiques. Voilà, et donc les technologies qui sont derrière sont des technologies qui touchent à, à des technologies de procédés industriels en continu, par exemple, la séparation cryogénique, le lavage aux amines dans des tours de lavage, ou alors sur des procédés moins matures technologiquement, mais qui présentent un certain nombre d'intérêts, et je pense notamment à l'utilisation d'adsorbants, de membranes filtrantes qui peuvent en plus être fonctionnalisées pour aller plus rapidement vers des opérations de conversion. d'accord, merci. Quels sont les garanties? Alors, oui, non, je reviendrai là-dessus plus tard. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'hydrogène pour les applications de mobilité par rapport aux batteries Alors spécifiquement? les avantages, alors le premier avantage qu'on va y trouver, c'est la question de l'autonomie. L'hydrogène étant une énergie beaucoup plus concentrique et qui, sous certaines formes, peut en plus être
accrue d'un point de vue densité énergétique, on va être en mesure d'avoir des capacités, des autonomies pour la mobilité qui seront plus importantes. Et c'est une des raisons aussi qui pousse les industriels du secteur de la mobilité à s'intéresser de plus en plus à l'hydrogène. La question est de savoir sous quelle forme cet hydrogène, puisque là on fait le parallèle avec la batterie, donc plutôt sur de la mobilité électrique forcément. L'hydrogène est aussi un vecteur de combustible thermique et sur certains domaines de la mobilité où l'électrique n'est pas envisageable, l'hydrogène peut être aussi un vecteur d'amélioration sur le bilan environnemental global. Je pense notamment au transport lourd, maritime, peut-être aussi dans le domaine aéronautique, sur du long trajet, notamment des gros porteurs. Et dedans, aujourd'hui, et ça rentre aussi dans la thématique hydrogène, les carburants synthétiques, les synthetic fuels pour l'aéronautique, sont des choses qui sont étudiées de près aujourd'hui par les constructeurs. Donc, quand on entend aussi hydrogène, il faut aussi l'entendre hydrogène et ses dérivés. Voilà. Très bien, merci. Donc, dans le stockage de l'hydrogène, quelle est la différence entre le gaz comprimé et cryogénique? Alors, simplement, quand il est comprimé, il reste sous forme de gaz, et donc on peut le compresser jusqu'à sa compressibilité maximale, même il y a des efforts qui sont menés pour monter encore à plus haute pression que les 700 bars théoriques, mais voilà, on est autour de ce niveau-là, donc forcément avec des limites en termes de densité. Dans le cas du cryogénique, bien que la liquéfaction se fasse par compression, c'est une question de température. Donc, on change de phase, on n'est plus du tout sous une forme gazeuse, quand bien même elle est compressée, mais sous une forme liquide, qui peut être malgré tout à quelques bars pour s'abstraindre d'arriver à des températures extrêmement basses qui se rapprochent dangereusement du 0 Kelvin, mais qui présentent euh, des aspects technologiques derrière de conditionnement et de maintien qui sont très très différentes. Alors dans l'usage, notamment si on l'imagine sur des secteurs d'application dans le domaine de la mobilité, il est fort à parier que le cryogénique et le gaz seront couplés dans la mesure où les phénomènes d'évaporation pour un gaz aussi contraint pour garder ses propriétés liquides sont telles qu'on peut imaginer des systèmes où une partie de l'hydrogène vaporisé rejoindra un système gaz avec un stockage tampon et ce genre de choses. Oui, merci. Est-ce qu'on peut parler du développement des piles à combustible qui est lié à l'approvisionnement de métaux critiques nécessaires au fonctionnement de ces piles? Alors, j'en ai pas parlé, mais les piles à combustible, comme pour les électrolyseurs, ont différentes technologies possibles. Et d'ailleurs, les piles à combustible ne sont pas forcément à hydrogène. Il existe des piles à combustible au méthanol qui soit utilisent le méthanol directement, soit indirectement par un procédé de vaporéformage qui va générer l'hydrogène nécessaire et émettre un petit peu de CO2. Mais toujours est-il que ces technologies de piles à combustible sont aussi conditionnées à l'usage et aux propriétés recherchées. Aujourd'hui, dans le domaine de la mobilité, si on reste juste sur ce secteur-là, les piles à combustible, les technologies de piles à combustible qu'on envisage préférentiellement sont celles qui sont les plus souples d'un point de vue intermittence. Et donc, la technologie prépondérante dessus, c'est celle à membrane échangeuse de protons, la PEM, qui a cette propriété-là intrinsèque et qui travaille à des températures parmi les plus basses. On est autour de 60, 70, 80 degrés. Alors, certes, on a cet avantage, mais les piles à combustible qui fonctionnent aux plus basses températures sont aussi celles qui sont les moins performantes. Donc, c'est toujours une question
de compromis et d'essayer de rechercher les performances les plus élevées à tous les niveaux. Mais voilà, les technologies puis la combustible peuvent par exemple aussi sur des aspects plus stationnaires et à plus haute température être utilisés avec des technologies à plus haut rendement. Donc là, on va y retrouver les oxydes solides comme pour les électrolyseurs, certaines céramiques, etc., dont les rendements sont plus élevés, les performances plus élevées. Tout dépend du secteur d'application et tout dépend en fait du cas dans lequel le système est appliqué. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut parler des volumes d'hydrogène en jeu? Alors, j'ai pas de chiffres spécifiques à vous communiquer sur les volumes. Simplement des rapports, hein. Aujourd'hui, on est en termes de production à plus de 90% sur du vaporéformage. Quelques pourcents seulement sont d'hydrogène issu d'un électrolyseur couplé à une source d'énergie à bas carbone. Et l'objectif, en fait, c'est alors pas de basculer nécessairement le ratio dans l'autre sens, mais en tout cas d'équilibrer davantage ces éléments-là. La question des volumes, sans donner des chiffres en absolu, le volume complet en tout cas a vocation à croître, à augmenter. Les quantités sont déjà importantes au niveau de l'industrie, que ce soit dans la sidérurgie par exemple pour la réduction directe des oxydes de fer ou pour la pétrochimie, le raffinage qui utilise massivement de l'hydrogène pour les procédés d'hydrotraitement des carburants, pour produire du gazole par hydrocraquage, des distillats moyens, etc. Et qui aujourd'hui a un procédé qui s'appelle le reforming, le réformage catalytique, qui produit l'hydrogène pour une raffinerie, mais pas en quantité suffisante, qui souvent et qui certainement de plus en plus va devoir faire l'objet d'unités d'appoint de production d'hydrogène. L'objectif étant de ne plus le faire à partir de vaporéformage, mais à partir d'une hydrogène bas carbone. Et là, on est sur, j'ai envie de dire, les usages conventionnels de l'hydrogène. Et je mets encore de côté tous les intermédiaires chimiques, ammoniac, méthanol et autres hydrazines qui peuvent être produits. Mais ce qui est nouveau, c'est les quantités d'hydrogène en tant que vecteur énergétique qui vont être mises en place au niveau de la mobilité, au niveau de l'énergie, avec dans certains cas aussi une forme de boucle fermée, puisque à la fois la production d'hydrogène peut être vue comme une conversion d'une molécule d'eau en fait, et, donc d'hydrogène et d'oxygène, mais aussi une recombinaison de ces deux molécules, que ce soit d'un point de vue thermique ou électrique, à nouveau en eau. Donc la question, et c'est pour ça qu'on parle de vecteur énergétique, la question est de savoir en fait derrière quelles sont les quantités d'énergie qui vont être mis en face. Ça va être une sorte d'équivalence en termes de quantité d'énergie associée à une production massive d'hydrogène. Oui, merci beaucoup Alain Jean-Marie. Est-ce qu'on peut revenir sur les couleurs de l'hydrogène et préciser les émissions de CO2 prises en compte pour la production de l'hydrogène? Alors, ici, donc, j'ai mis une source en bas à droite sur mon transparent. Il s'agit de quantité, d'intervalle de quantité, basé sur une analyse de cycle de vie. Donc, depuis le berceau jusqu'au puits. Et donc, dedans va être considéré, selon les filières, les impacts associés à l'extraction, au transport, et bien sûr aux éléments de conversion, etc., pour ramener ça à une unité fonctionnelle qui est le kilo d'hydrogène produit. Sachant également que la qualité, entre guillemets, de l'hydrogène
n'est pas nécessairement identique. C'est pour ça qu'on va raisonner en kilos d'hydrogène équivalent, puisque sur des procédés thermochimiques de conversion d'une ressource, l'hydrogène aura un niveau de pureté qui dépendra aussi des procédés qui seront mis en aval du procédé de conversion, et donc aussi avec des impacts derrière qui vont être associés. Mais l'idée ici est de donner des ordres de grandeur, un peu des ordres de valeur entre les différentes ressources et l'empreinte carbone qui lui sera associée. D'accord, merci. L'hydrogène est donc on relève que l'hydrogène est un vecteur d'énergie, on le rappelle. Il faut donc le produire, ce qui nécessite une quantité d'énergie extrêmement élevée. Ne serons-nous pas condamnés à faire des choix dans les usages? Probablement, probablement, mais l'hydrogène n'est pas la solution et une des solutions. D'autres solutions alternatives plutôt complémentaires répondront dans certains cas, dans certains aspects mieux à l'usage en question. Il faut réserver l'hydrogène à ses applications majeures. Par exemple, sur la question de la mobilité légère, est-ce que l'hydrogène est la meilleure solution? Tout dépend. On évoquait tout à l'heure la question de l'autonomie. Tout dépend finalement de l'autonomie de l'élément de mobilité légère, au regard en plus des progrès qui vont être faits sur les solutions d'accu de batteries électrochimiques. Donc, tout est, il y a beaucoup de scénarios qui sont derrière, et l'hydrogène ne sera pas nécessairement présent partout. Mais l'objectif, malgré tout, est de l'utiliser, de l'employer pour ses qualités. Oui, merci. Quelle est la valeur énergétique dépensée en kilowattheure pour produire l'équivalent de 1 kWh d'hydrogène parmi les moyens de production évoqués au cours de votre présentation? Alors, je ne sais pas si j'ai mis des chiffres, je sais pas si j'ai mis des chiffres là-dessus. Je crois que si. En tout cas, pour la partie d'hydrogène vert, donc vous avez ici sur la quatrième ligne la consommation d'énergie au niveau de la stack. Donc la stack, c'est les empilements constitutifs d'une cellule d'électrolyseur, et le chiffre en dessous qui donne la valeur de consommation du système. Donc, j'ai pas je vais pas pouvoir vous donner l'équivalent sur les filières conventionnelles, parce qu'en plus on raisonne pas du tout de la même manière. Mais voilà, vous avez un peu une idée des chiffres atteignables. On est autour de 4 à 5 kWh par normomètre cube d'hydrogène produit au regard des technologies existantes. Évidemment, le but derrière, c'est d'améliorer ses performances, donc de réduire la consommation d'énergie pour un même normomètre cube d'hydrogène produit. D'accord, merci. Donc, l'un des auditeurs a relevé que 40 gigatonnes pardon, de CO2 étaient émis par an en ce moment dans l'atmosphère lié à nos activités. Quand on fait la somme de tous les projets de CCS, on tourne autour de quelques dizaines de millions de tonnes. Cette solution peut-elle vraiment jouer un rôle important, autrement dit l'hydrogène? Il s'agit encore une fois d'un élément qui doit contribuer, qui doit émerger, qui doit se développer. Aujourd'hui, on n'est pas du tout au trait sur les technologies CCUS. C'est quelque chose qui reste en plein développement et qui demande à être généralisé au regard des coûts que cela suppose, des investissements à réaliser et des performances qui seront à atteindre, avec aussi la nécessité de trouver des débouchés d'intérêt économique et de retour sur investissement sur le CO2 effectivement capté, avec des contraintes techno, etc. derrière évidemment. Mais on est plutôt là en ce qui concerne le CCUS encore sur de la perspective et moins sur quelque chose qui est effectivement opérationnel aujourd'hui, à quelques exceptions près bien sûr.
D'accord, merci. Dans combien de temps prévoit-on que la filière hydrogène sera mature? Alors, tout dépend ce qu'on entend par mature, hein, et tout dépend ce qu'on envisage aussi au niveau des filières. Les perspectives sont données à des horizons de temps 2030-2050 et parfois à plus long terme. Les technologies conventionnelles, hein, et ce que je disais tout à l'heure, notamment avec le couplage du CCUS, peuvent présenter une maturité peut-être plus rapidement si les efforts sont mis notamment sur les technologies de captage de CO2, les efforts nécessaires. Sur les voies électrochimiques, on aura, en fonction des technos qui sont associés, des niveaux de temps de maturité qui seront là aussi qui seront variables. On peut espérer en tout cas une massification et au regard des objectifs fixés par la Commission européenne de net zéro sur des voies et des solutions, on va dire, implémentées de manière conséquente à l'horizon 2030 sans doute. D'accord, merci. Donc, par rapport au volume d'hydrogène, donc la personne qui a posé la question explique que les volumes actuels sont d'environ 90 à 100 millions de tonnes par an. Voilà, c'était juste une petite remarque au passage pour J'avais pas, transmettre. j'avais pas le Pour chiffre, hein, transmettre j'avais pas le chiffre en tête. Très bien. Ensuite, une autre question, il en reste encore quelques-unes. Dans le transport par canalisation, il y a dans le mélange hydrogène-gaz naturel, quel est le pourcentage hydrogène-gaz naturel? Alors, en fait, on peut aller sans trop de problèmes de contraintes jusqu'à 20%, 20% d'hydrogène dans le méthane. C'est ce qu'on appelle, alors il y a même une marque déposée, hein, puisque en tant que tel, ça constitue un combustible, hein, ce qu'on appelle l'ithane, hein, c'est un combustible, en tout cas c'est une formulation qui a été développée et déposée par Engie, qui alimente déjà le réseau de bus de la communauté urbaine de Dunkerque depuis quelques années maintenant. Et donc tant qu'on ne dépasse pas cette fraction, on est dans des conditions de solubilité d'hydrogène dans le méthane qui sont tout à fait acceptables pour des applications en combustion, en moteur en combustion interne et donc qui permettent in fine en fait de réduire l'empreinte carbone par rapport à du gaz naturel pur. On peut parfaitement avoir la même approche, hein, pour le transport de gaz par canalisation. Au-delà de ça, il faudra donc penser à fonctionnaliser soit les réseaux existants, soit à définir de nouveaux réseaux de gazoducs spécifiques aux contraintes de l'hydrogène. D'accord, merci. Alors ensuite, on a une question. Existe-t-il un scénario global économique et écologique pour l'implémentation de l'hydrogène dans nos sociétés? Fabrication de l'hydrogène, construction d'installations associées à son stockage, transport, utilisation, par exemple parc automobile, batterie, puis recyclage. Donc un scénario, c'est sur la question du scénario global économique et écologique pour Oui, l'implémentation de l'hydrogène. il en existe plusieurs et différents, et j'ai envie de dire que certainement il n'y a pas un scénario, mais plusieurs qui seront à mettre en place. Toute la question est en fait de savoir si on est sur une production massifiée ou localisée, un peu de la même manière que pour l'énergie électrique finalement, avec derrière des enjeux de distribution, de transport et d'usage qui seront aussi différents. La massification d'une production s'entend évidemment pour les applications industrielles, hein, d'usage de l'hydrogène. Pour d'autres applications telles que le stockage d'énergie intermittente, là on est évidemment plus sur du local avec des capacités de production et d'utilisation en local et de plus petites capacités. Et en passant par la mobilité où là la chaîne d'approvisionnement euh, peut se faire de différentes manières, probablement pour des questions de réduction de coûts sur des capacités de volume plus importants. Mais tout ça reste encore à définir après sur la chaîne de valeur globale et des utilités, puisque si on parle recyclage,
l'hydrogène en tant que tel se recycle de lui-même, puisque une fois qu'il a été consommé pour des applications énergie, il est restitué sous forme d'eau. Donc, la question du cycle est assez évidente. La question plutôt des utilités derrière et du recyclage pour certains des composants, surtout électrochimiques, ressemble assez fortement à celle des problématiques de recyclage des batteries. Et pour les autres voies de production et des équipements qui seront autour, on va se retrouver avec des contraintes de recyclabilité de certains matériaux avec certaines propriétés, des choses qui sont connues, qui ne sont pas spécifiques à l'hydrogène. Très bien, merci. Que pensez-vous des nouvelles technologies innovantes d'électrolyse, en l'occurrence l'AEM? Alors, l'AEM, je pense que vous faites référence à l'alcalin, du coup. Alors, je transmets une question. J'admets que là, c'est un petit peu. On peut peut-être passer à une autre question, puis je vais poser la question à donc la personne qui l'a posée. On y reviendra plus tard. Existe-t-il un cadre juridique et réglementaire pour bien encadrer le déploiement de l'hydrogène? Alors, on va rester en France, peut-être ce sera plus facile de poser un cadre pour Alors cette oui, question. il existe un ensemble, mais il y a quand même des trous dans la raquette en fonction des applications qui sont visées, certaines n'existant pas, certaines se faisant non pas sur un cadre national, mais sur un cadre européen. Avec toute une série de spécifications et de réglementations et d'interdictions dans l'usage, dans la production, dans le stockage, en fonction des capacités, en fonction des lieux d'utilisation. Et puis, il y a tout un volet aussi sur la certification du grade de l'hydrogène qui est actuellement en discussion et qui est un point important dans un objectif de verdir cette production, j'en parlais tout à l'heure, et qui, elle aussi, aujourd'hui, se discute à l'échelle européenne. Très bien. Merci. Alors, on nous demande aussi quel est l'intérêt de faire de l'électricité avec de l'hydrogène bas carbone avec un très mauvais rendement, 23%, alors que les industries ont besoin d'hydrogène, engrais, raffinerie, pardon, et que cet hydrogène est fabriqué à 99% avec du gaz et du charbon sans séquestration de carbone. N'est-il pas utile, donc la personne ajoute, n'est-il pas plus utile de fournir ces industries en hydrogène propre avant de la gaspiller pour de la mobilité, par exemple? La compétition des usages s'entend sur une ressource qui serait critique et peu disponible. L'objectif aujourd'hui est de massifier cet hydrogène et avec des spécificités en fonction des usages. Pour revenir plus spécifiquement à la question du stockage de l'électricité, la solution hydrogène est une des solutions. Elle s'entend surtout sur du stockage à long ou très long terme. C'est-à-dire qu'au travers de l'hydrogène est mis de côté ces problématiques de rendement, de conversion et donc de perte d'efficience. L'hydrogène devient intéressant par rapport à un stockage électrochimique, par exemple, sur du stockage, par exemple, saisonnier sur plusieurs mois comme source d'appoint pour être restitué plus tard. Mais je suis d'accord sur le fait que l'hydrogène en tant que tampon pour du stockage d'énergie électrique n'a que très peu de sens au regard des performances et des technologies qui sont actuellement employées. Sur la question de l'usage d'un hydrogène pour les besoins industriels, oui, il est clair que l'enjeu premier, c'est verdir cet hydrogène pour réduire les impacts au global. D'accord. Merci. Alors, où est-ce qu'on en est dans l'utilisation avec l'utilisation de l'hydrogène dans la production de kérosène? Alors, donc là, je parlais tout à l'heure
des fuels synthétiques. L'hydrogène en premier lieu va être en fait un intermédiaire dans les procédés, notamment les plus connus, qui sont les procédés Fischer-Tropsch, qui permettent de produire des carburants synthétiques et entre autres du kérosène synthétique. Et l'hydrogène est un des vecteurs nécessaires à la production de ce kérosène. L'hydrogène peut être aussi, comme tout élément, un élément de mélange au regard des propriétés spécifiques à l'élément de combustion qui va être utilisé. Donc, pour revenir sur la question des carburants synthétiques et du kérosène associé, la question va être aussi de voir en fait quelle est la filière qui va être associée entre convertir du CO2, produire du kérosène synthétique par la voie syngas classique conventionnelle, monoxyde de carbone et dihydrogène. Et sachant aussi que ce kérosène, qu'il soit e-kérosène ou bio-kérosène ou kérosène synthétique tout simplement, les SAF, est un élément qui n'a pas forcément vocation non plus à être utilisé de manière pure et directe, mais qui peut être aussi mélangé avec du kérosène conventionnel, du jet fuel E1, par rapport à un ensemble d'enjeux aussi sur les propriétés nécessaires pour son usage. D'accord. On va peut-être revenir sur la question sur les nouvelles technologies innovantes d'électrolyse, Mmh. je pense. Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, aujourd'hui, donc massivement, l'hydrogène pour avoir électrolyse est produit à partir de l'alcalin, d'où la question que j'avais sur l'AEM et la signification qu'il y avait derrière. Anion, alors la personne m'a répondu, il m'a répondu Anion Exchanger Membrane. Oui, donc là, on est sur des membranes, on va dire, enfin, comment dire, on est à des niveaux de maturité qui restent encore assez bas, que j'ai pas voulu présenter non plus, parce qu'il en existe un certain nombre. Donc on est vraiment sur du long terme sur ces sujets-là. Aujourd'hui, massivement, c'est l'alcalin qui est utilisé pour la production par électrolyse, qui présente quand même un certain nombre d'inconvénients, notamment le caractère corrosif de l'électrolyte alcaline, avec des risques également de sûreté, et puis aussi des niveaux de performance et de cyclisation qui sont pas des meilleurs. Donc on s'oriente, on va dire, sur un horizon à quelques années plutôt vers les membranes électrolytes polymères. Et aujourd'hui, on reste vraiment plutôt sur ces deux types de technologies pour, comme je l'ai évoqué ici, l'alimentation par des énergies intermittentes. Ce qui est vraiment important pour ces technologies d'électrolyse, c'est véritablement la capacité à gérer l'intermittence, à gérer des fluctuations d'approvisionnement. Et ensuite, tout comme pour les piles à combustible, les performances et les rendements notamment sont d'autant plus élevés que les températures de fonctionnement sont élevées. Donc forcément, l'intermittence ici est un problème. Il faut travailler de manière continue. Et là, les sources d'énergie d'approvisionnement, eux, doivent être vues sur de grosses capacités. Et là, c'est plutôt les réseaux et l'énergie nucléaire qui peut être candidat pour alimenter ce type de solution. D'accord. Donc, par rapport à la production d'acier, est-ce qu'on peut parler de la production d'acier? Est-ce que le remplacement du carbone dans cette industrie est une priorité? Alors là, il s'agit surtout de réduire l'impact d'utilisation de l'hydrogène sur des procédés de réduction
direct de l'oxyde de fer, aujourd'hui issu, comme un des auditeurs l'a dit tout à l'heure, très largement à partir de gaz naturel, du vaporéformage de méthane. Et donc l'objectif en fait c'est de substituer cette voie de production par une voie à bas carbone pour l'application en question. Donc ça c'est sur le bilan carbone. Après bien sûr il y aura toujours un besoin de carbone pour de l'acier, puisque l'acier c'est un matériau qui est composé essentiellement de fer, avec une charge de carbone entre 0 et 3%. D'accord, merci. Alors, donc un autre auditeur nous dit que il parle de l'utilisation de l'hydrogène pour le stockage à court terme et que ça n'a pas de sens. Il dit notamment pour l'usage, notamment par rapport à la mobilité. Pourtant, on ne parle que de ça dans les médias. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on en parle beaucoup parce que on présente cette solution comme la solution qui permet de pallier à la problématique de l'autonomie des batteries électrochimiques. Et c'est essentiellement la raison, mais en réalité, et ça peut être aussi un éclairage de ce webinaire, l'hydrogène dans la mobilité est rarement considéré seul. Les batteries sont toujours existantes simplement, et comme pour notre bateau d'ailleurs, l'hydrogène est une source d'appoint et d'augmentation des capacités et d'autonomie, avec une énergie plus concentrique, et qui va donc permettre d'améliorer l'autonomie globale par rapport à une même charge, à un même poids embarqué. Mais est-ce que cela a un sens sur des petits véhicules au regard des performances à attendre des nouveaux systèmes de stockage électrochimique? Voilà, toute la question est là aussi. D'accord. Donc, une autre question. Donc, là, spécifiquement en France, par rapport au risque, l'accidentologie, nature et nombre d'accidents liés à l'hydrogène est-elle bien cernée? Alors, on connaît bien l'hydrogène, on connaît les risques, que ce soit au niveau de l'inflammabilité, de l'explosivité, les conditions, etc. C'est une préoccupation majeure lorsqu'il s'agit de l'utiliser, et les réglementations actuellement en vigueur sont là aussi pour s'assurer que les acteurs prennent bien en considération les risques associés et proposent des solutions préventive pour éviter des accidents. Certes, l'hydrogène est très explosif, mais aussi a une capacité à diffuser, à diluer assez rapidement, ce qui permet aussi, par rapport à d'autres gaz, à le rendre finalement pas si instable que cela. Et dès lors qu'il s'agit d'implémenter un système hydrogène, évidemment, il s'agit aussi de réaliser une analyse de risque, et de trouver les mesures préventives, et si possible pas curatives, pour limiter la probabilité et la gravité qu'un accident survient, et ses répercussions aussi, c'est son impact. D'accord, merci. Alors, il nous reste deux dernières questions. Peut-être qu'on va se limiter à ces deux dernières questions, parce qu'on a très largement débordé sur, sur nos horaires. Donc, aujourd'hui, à part l'électrolyse comme production d'hydrogène vert, il y a aussi les procédés de reformage de biogaz issus de la méthanisation des déchets organiques, comme le tri-reformage du biogaz. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette technique, sur le procédé de tri-reformage? Alors, j'ai pas évoqué j'ai pas évoqué ce que j'appelle, enfin c'est pas péjoratif, mais des aspects un peu plus exotiques, Mais en effet, il y a toute la filière que j'ai indiqué ici, toute la filière de production biologique ou biochimique, avec des contraintes opérationnelles extrêmement importantes, notamment lorsqu'on parle de méthanisation. Le réformage, en fait, est un procédé d'appoint de conversion, en fait, et ici, essentiellement à partir du méthane formé par méthanisation,
On pourrait également, au-delà de la méthanisation, parler de tout ce qui peut être lié à la dégradation biologique aussi, hein, qui est source et émetteur d'hydrogène, en tout cas sur lequel la démonstration a été réalisée. On pourrait parler des microalgues, des organismes aérobies, bactéries et autres. Donc là, c'est pour la partie plutôt biochimique. Et puis là aussi, je ne l'ai pas cité, mais il y a aussi certains cas où on forme de l'hydrogène de manière accidentelle, hein, ce qu'on appelle le craquage de l'eau. Alors, elle peut être faite par radiolyse ou par thermolyse, hein. Et pour l'illustrer tristement, c'est l'origine de l'accident de Fukushima au Japon. Donc des fois, on produit l'hydrogène sans qu'il y ait eu volonté pour le faire et qui peut avoir des conséquences assez embêtantes. En tout cas, pour des technologies, enfin, même pas des technologies, mais en tout cas des conditions de production non maîtrisées, non souhaitées, ou des technologies assez complexes, hein, notamment dans le domaine biochimique, hein, pour généraliser ce mode de fonctionnement et le généraliser en termes de performance, de coût, c'est toujours ça en fait, hein, les critères qui sont derrière. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait, à ce niveau-là. D'accord, merci. Donc, une dernière question. Donc, est-ce que le mélange hydrogène-gaz naturel peut être utilisé dans les utilisations domestiques, chauffage du mélange, sans modification des installations? Alors oui, dans certaines conditions et par rapport aux spécifications sur certaines applications, toute la question est en fait de savoir dans quelle sera la concentration d'hydrogène dans le combustible en question, mais alors, il est difficile de répondre précisément. J'ai envie de dire, ça dépend en fait des appareillages, mais en tout cas, la question de l'hydrogène pour des applications nomades même, hein, ou des applications auprès du grand consommateur sont des choses qui sont également étudiées en ce moment. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Alain Jean-Marie. Merci pour cette présentation. Merci à tous pour votre attention, pour vos questions, pour votre participation via le chat. Toute l'équipe de technique de l'ingénieur vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir.